fondée en 1999 à Bordeaux et qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de collaborateurs. Nous sommes spécialisés dans la data intelligence, avec notamment Mail Performance, qui est un outil de routage d'email et de SMS. Alors, quelques références clients assez diversifiées, comme vous allez le voir, avec de gros annonceurs comme de plus petits, avec voilà, Canal, CCI France, Manageo, Elis, GDF et bien d'autres. Alors, ce qui nous amène ici aujourd'hui, eh bien, c'est de pouvoir voir ensemble les bonnes pratiques pour faire de vos emails des emailing qui soient à la fois design et impactants. Donc, on va être ensemble pendant 45 minutes et je vais vous présenter l'ensemble de ces bonnes pratiques. Pour les questions, comme vous êtes assez nombreux, ce que je vous propose, c'est d'y répondre tout à la fin. Donc, n'hésitez pas à les indiquer au fur et à mesure de la présentation. Et j'y répondrai à la fin, je redéroulerai le fil du petit chat que vous avez sur votre écran en bas à gauche. Alors, je vous propose de démarrer avec une petite définition. Qu'est-ce qu'un email impactant? Alors, un emailing impactant, c'est tout d'abord un email qui arrive en boîte de réception. Ensuite, c'est un email qui est ouvert. Et enfin, c'est un email qui transforme, puisque c'est bien l'objectif de tout annonceur. Alors déjà, dès cette définition, on voit qu'il y a déjà un premier obstacle face à nous, qui est le fait d'arriver en boîte de réception, puisqu'aujourd'hui, on sait que seulement 80% des emails légitimes seulement atteignent la boîte de réception. Alors, quels sont les leviers que vous allez pouvoir activer pour justement pouvoir atteindre cet objectif qui va être d'avoir des emails qui sont impactants? Ces leviers, eh bien, vous allez avoir d'une part l'expéditeur et l'objet, le contenu de votre message, son code HTML, votre base de données, et l'ESP, c'est-à-dire Email Service Provider, votre routeur. En parallèle de tout ça, on va retrouver également la délivrabilité, qui est aussi un des enjeux majeurs de votre réussite dans ce projet-là. Alors aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur les trois premiers, et la base de données et votre routeur, on va les laisser un petit peu de côté. Ça pourrait faire finalement l'objet d'une présentation à part entière. Donc normalement, pour la taille des slides, j'ai modifié un petit peu, j'ai mis un petit peu plus petit. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ça a l'air, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres soucis. Alors, si on reprend tous ces éléments dans un email, eh bien, on va bien retrouver l'expéditeur et l'objet qui se situent bien dans l'entête de votre message et qui vont vous permettre à la fois de rassurer vos destinataires, mais aussi de susciter leur intérêt, votre objectif étant qu'ils ouvrent votre message. Deuxième chose, on a le contenu, c'est-à-dire le message que vous allez vouloir délivrer à vos destinataires. Et enfin, les call to action, puisque c'est eux qui vont permettre de générer une réaction de la part de vos destinataires. Je vous propose de démarrer par l'expéditeur et l'objet, puisque finalement, c'est vraiment les premiers éléments qui vont être en contact avec vos destinataires. Alors, on distingue trois grandes typologies d'emails. Première typologie, c'est la publicité. Alors, la publicité, ce sont souvent des emailings qu'on va envoyer à une population étrangère. Ça va être des fichiers, par exemple, que vous allez louer. C'est du one-shot et là, on va vraiment essayer de récupérer un maximum de prospects. Deuxième typologie d'email, c'est la newsletter qu'on va envoyer à une population partisane qui s'est inscrite pour l'informer sur son actualité et surtout maintenir un lien régulier. Donc, c'est des envois qu'on va faire à des fréquences régulières, toutes les semaines ou tous les mois, par exemple. Dernier type d'envoi, c'est ce qu'on appelle le dialogue spécifique, ce qui s'apparente finalement un petit peu au message transactionnel que l'on va envoyer à une population partisane, mais en démarche active. Souvent, on va envoyer suite à l'action de votre consommateur. Par exemple, si le consommateur a effectué une commande sur votre site internet, eh bien, on va lui envoyer un message de remerciement. Donc, ce sont vraiment des envois ponctuels suite à une action du destinataire. Alors, je vous ai mis trois exemples.
C'est vrai que dans la publicité, pour l'expéditeur, on va vraiment privilégier le nom de la marque sous sa forme la plus connue, puisqu'on s'adresse à une population qui ne nous connaît pas ou qui n'est pas inscrite en tout cas chez nous. Et pour l'objet, on va vraiment mettre en avant le bénéfice que va retrouver le destinataire. Donc souvent, ça va être le fait de gagner quelque chose, une promotion, des privilèges. Pour la newsletter, comme on est sur un lien vraiment régulier et des envois très fréquents, on va utiliser en expéditeur le nom de la newsletter. Et en objet, on va mettre en place des codes réguliers avec, par exemple, à chaque fois un numéro de newsletter ou avec le sujet principal ou la date. Et enfin, pour tout ce qui est dialogue spécifique, eh bien, on va plutôt privilégier là une communication en one-to-one en essayant d'humaniser au maximum l'échange. Pour l'expéditeur, on va utiliser une personne physique. Et pour l'objet, on va personnaliser avec les informations du destinataire. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne dans les 3 exemples que je vous ai indiqués. Pour la publicité, on avait un envoi avec les Galeries Lafayette. Donc là, c'est vraiment le nom qui pourra être reconnaissable par la majeure partie des personnes. Pour l'objet, eh bien, c'était gagner une Vespa. Donc là, on met vraiment en avant le fait de pouvoir gagner quelque chose pour inciter les personnes à ouvrir. Pour la newsletter, c'était un envoi canalsat.fr. Donc on avait le nom de la newsletter, on peut voir c'est peut-être un petit peu petit en dessous, qui était newslettercanalsat.fr. Et pour l'objet, newsletter Canalsat, et on indiquait à chaque fois le mois, puisqu'elle était mensuelle, et l'année de diffusion de la newsletter. Pour le dialogue spécifique, là on est dans le côté humain, le one-to-one. Dans l'expéditeur, on va donc utiliser une personne physique, Laurent, votre distributeur Opel. Et pour l'objet, eh bien, on va personnaliser avec les informations du destinataire. Donc là, c'était voilà, Monsieur François Dupont, une offre privilège vous attend. Alors, cet expéditeur dont on parle, il se constitue de 2 éléments, le libellé de l'expéditeur et l'adresse expéditrice. Les 2 sont très importants puisque souvent l'expéditeur, c'est lui qui va faire en sorte qu'on ne va pas ouvrir le message. Aujourd'hui, on est très méfiant, il y a beaucoup d'arnaques, de phishing. Donc c'est vrai que si on ne reconnaît pas immédiatement l'expéditeur, on va se poser des questions et on risque finalement de supprimer l'email avant de l'ouvrir. Donc là, il faut vraiment mettre en avant votre marque et mettre en avant votre propre adresse expéditrice pour que les destinataires vous reconnaissent immédiatement. Alors, le libellé de l'expéditeur, selon les routeurs, normalement, vous pouvez le paramétrer vraiment à votre guise. Et l'adresse expéditrice, que l'on retrouve ici, entre les 2 petits chevrons, elle est aussi personnalisable. Attention par contre au nom de domaine, pardon. Vous pouvez le personnaliser, mais ça demande vraiment une procédure technique très spécifique. Donc attention avec votre routeur à bien faire les choses, je dirais, dans les règles de l'art pour qu'au niveau des livrabilités, ça ne se retourne pas contre vous et que tout soit fait au mieux possible. Une fois que vous allez pouvoir rassurer vos destinataires, et qu'ils vous ont reconnu, vous allez maintenant essayer de les inciter à ouvrir l'email et ça, vous allez le faire grâce à l'objet. L'objet doit vraiment susciter l'intérêt de vos destinataires et ça va très vite puisque vous avez 3-4 secondes pour les convaincre. La longueur optimale de l'objet, c'est une 50aine de signes à peu près. De toute façon, si vous avez un objet qui est trop long, il risque d'être tronqué sur les différentes messageries, donc on ne le verra pas en entier. Pour vraiment avoir un maximum d'impact, n'hésitez pas à jouer avec les mots pour créer l'attente, créer la surprise chez vos destinataires. Bien sûr, ce sont des thématiques qu'on revoit souvent, mais attention à la ponctuation à utiliser avec parcimonie. Surtout si vous faites des envois en B2B, vous allez avoir des filtres anti-spam qui vont être d'autant plus stricts. Donc évitez tout ce qui est point de suspension, point d'exclamation. Ça vous permettra d'optimiser vraiment vos résultats. Vous pouvez très bien personnaliser vos objets, même si d'après moi, personnaliser les objets de tous vos envois, ce n'est pas du tout la meilleure solution. Ceci dit, pour certains envois spécifiques, comme les messages transactionnels, on l'a vu à l'instant, là ça peut être intéressant. Par contre, faites attention à ce que ça soit fait le mieux possible pour éviter les effets un petit peu automates, comme on peut le voir ici avec des majuscules sur des mots qui seraient mal placés.
Et également des prénoms tout en majuscules, par exemple, ou interpeller les personnes par leur nom de famille. Donc en B2B aussi, vous pouvez tout à fait personnaliser, mais même chose, d'après moi, pour que ce garde un impact maximum, il faut vraiment le conserver pour des envois un peu plus événementiels ou un petit peu plus one-to-one. Alors on reviendra de toute façon tout à l'heure sur les méthodes de personnalisation. Attention également aux spam words, là je pense que je ne vous apprends rien, tout ce qui est attrait à la gratuité, l'argent et le sexe, et là vous augmentez grandement vos risques d'arriver en courrier indésirable. Dernier point sur les objets, les alcodes. Alors vous savez, ce sont ces petits signes qu'on a vu beaucoup à une période, qu'on voit un petit peu moins, qu'on peut intégrer dans l'objet. Alors comme pour la personnalisation, je ne suis pas forcément partisane d'en intégrer sur tous vos envois parce que ça perd vraiment de son impact. Cependant, sur un certain nombre d'envois, des choses un peu plus événementielles, sur des promos particulières, là ça peut être vraiment sympathique, d'une part, parce que vous voyez ici, dans la liste des messages que vous recevez dans votre messagerie, et bien tout de suite ça permet de faire ressortir votre email. On le voit beaucoup plus que les autres. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, attention, selon les messageries et selon les supports aussi, vous aurez certains smartphones ou certaines messageries qui ne vont pas correctement interpréter les alcodes. Donc, ils ne s'afficheront pas ou alors ils s'afficheront mal. Donc là, faites aussi des tests sur vos principaux noms de domaine de votre base de données pour éviter les mauvaises surprises. Alors, je vous ai mis ici deux liens qui vous permettent d'accéder à des sites sur lesquels sont répertoriés beaucoup de ces alcodes et on vous explique comment les utiliser. Alors, maintenant que vous avez rassuré vos destinataires, ils ont ouvert votre email, c'est très bien, mais bien sûr, votre objectif, vous, c'est d'aller encore plus loin et de les faire réagir et donc cliquer dans votre message. Pour ça, vous allez utiliser les Call to Action ou CTA, qui sont en fait des boutons sur lesquels vos destinataires vont pouvoir cliquer. Alors, cliquer pourquoi? Eh bien, pour acheter un produit, pour vous contacter, pour télécharger des documents, s'inscrire à un événement, par exemple, ou en savoir plus sur un article, par exemple. Alors, bien sûr, en fonction de la typologie de mail que vous allez envoyer, le degré d'engagement de vos destinataires ne va pas être le même et donc vos boutons seront aussi très différents. Sur une publicité, souvent on demande une participation à un jeu concours. Donc on est sur une action qui demande une souscription, mais qui a un bénéfice non impliquant. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, et puis ensuite ça s'arrête. Sur une newsletter, par contre, on est sur un lien vraiment beaucoup plus fréquent, beaucoup plus régulier. Et souvent sur des contenus un petit peu plus éditoriaux, là, les boutons, ce sera souvent lire la suite ou en savoir plus. Où on va être amené à voir le contenu plus en détail. Et enfin, pour les messages transactionnels, tout ce qui est dialogue spécifique, on va demander là une action beaucoup plus engageante vis-à-vis de la marque, de confirmer un abonnement, par exemple, de confirmer un achat. Là, dans le cas d'Opel, c'était pour la prise de rendez-vous pour essayer une voiture. Alors, pour optimiser ces call to action, vous allez pouvoir intervenir sur 3 éléments principaux. Premier élément, c'est l'aspect visuel de votre bouton. Il faut que votre bouton il soit vu dans votre contenu, qu'il attire l'attention. Une fois qu'on a vu votre bouton, il va falloir donner envie aux personnes de cliquer. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce au texte qui va pouvoir inciter les personnes à cliquer. Troisième élément, c'est la position de votre email dans le contenu de votre email au global pour optimiser sa visibilité et qu'il soit visible dès l'ouverture finalement du message. Au niveau du visuel, la première question à vous poser, c'est est-ce que je fais un bouton sous forme de texte ou un bouton sous forme d'image? Alors les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est vrai que pour la version texte, vous allez avoir une marge de manœuvre graphique qui sera un petit peu plus limitée. Ceci dit, l'avantage, le gros avantage, on le voit très bien sur les exemples ici, c'est que même si les images sont bloquées, un bouton en texte, il sera toujours visible. La version image, elle vous permet d'avoir un rendu beaucoup plus sexy. Par contre, c'est vrai qu'en cas d'image, là, on ne voit plus du tout le bouton. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est beaucoup moins attrayant. En
tous les cas, vos boutons, ils doivent être volumineux, ils doivent se voir. Donc, n'hésitez pas à les faire vraiment importants, à utiliser des caractères gras, des tailles de police qui sont aussi importantes, à jouer sur les contrastes, qu'il s'agisse de contrastes à la fois de couleurs, mais aussi de forme. Vous pouvez aussi jouer sur des effets 3D ou si vous utilisez un bouton sous forme d'image. Attention par contre à ne pas virer trop non plus dans le kitsch. C'est vrai qu'aujourd'hui, les tendances du design sont plutôt aux effets un petit peu sobres et simples. Donc faites attention aussi à ça. Un autre point qui peut être très intéressant, c'est le fait de guider le regard du destinataire vers vos call to action. On a un très bon exemple ici de Sephora avec ces lignes de couleurs qui nous mènent vers les produits. Produits qui sont finalement des boutons eux-mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne aussi très très bien. Quelques exemples qui nous semblaient très intéressants. Deux exemples qui jouent vraiment sur le contraste de couleurs. Ici, en haut à gauche et en bas à droite. Ici, cet exemple, en haut à droite, lui, joue vraiment davantage sur les contrastes de forme, puisque finalement, c'est vrai que un call to action n'est pas forcément que rectangulaire, comme on a l'habitude de le voir. Et dernier exemple en bas à gauche, c'est cette flèche qui nous semblait intéressante et qui guide également notre regard vers les boutons d'inscription. Alors, si on compare ces deux créas graphiques, on a d'un côté Cofinoga avec cette flèche vers le bas qui nous guide vers le bouton, un bouton qui est très large, qui est en rouge, donc c'est vrai qu'on le remarque tout de suite par rapport aux autres couleurs de la création graphique. Et à droite, un autre exemple où là, les boutons sont des liens hypertextes avec des tailles de police qui sont, c'est vrai, assez petites, avec une couleur qui ne ressort pas beaucoup. C'est vrai que là, voilà, on a vraiment un bouton qui ne ressort pas assez, et c'est dommage puisque c'est un risque d'avoir des personnes qui ne vont pas cliquer, même si elles sont intéressées, tout simplement parce qu'elles n'auront pas bien vu ces boutons. Sur l'aspect texte, puisque c'est bien qu'on voit votre bouton, mais il faut désormais donner envie aux personnes de cliquer sur ce lien. Le grand conseil, c'est d'être clair et précis, et surtout de tenir ses promesses. Il faut être vraiment très précis. Si on dit, par exemple, on en a un exemple ici, que l'on va télécharger, si je clique sur ce bouton, je dois vraiment arriver sur une page où je vais télécharger, et non pas sur, par exemple, la page d'accueil de votre site Internet. Le risque en faisant ça, c'est d'avoir une déception de la part de l'utilisateur qui va tout simplement fermer son navigateur et passer à l'email suivant. N'hésitez pas à utiliser des verbes d'action pour vraiment créer une dynamique dans votre contenu. Créer l'urgence pour motiver l'action. C'est vrai que les vite, j'en profite, plus que quelques jours, ça fonctionne très très bien. Et varier aussi les textes. En savoir plus, on le voit beaucoup, on le voit souvent, et ce n'est pas très dynamique. Alors, je vais vous montrer justement quelques exemples. Sur la page suivante, on a ici l'exemple d'Allopneu qui a plusieurs boutons avec à chaque fois des textes différents et des verbes d'action. Acheter, j'en profite, on a même je fonce en dessous. Là, le rendu est vraiment très dynamique et on a envie de cliquer. Ce qui n'est pas le cas sur l'exemple qui est à côté, où là, on a déjà du mal à distinguer les boutons. On ne sait pas très bien si on clique, ce qui va se passer finalement, où est-ce qu'on va atterrir. Dernier élément, c'est la position de votre bouton dans votre création graphique. Il y a trois modes de visualisation des images, soit à droite de l'écran, en bas de l'écran, ou alors avec le volet de visualisation qui est actif. Dans ce cas, on ne voit que l'objet. Ce qui fait que la partie la plus visible, c'est la zone supérieure gauche de votre écran. Donc, si vous voulez que le bouton soit vu très vite, c'est à cet endroit, dans cette zone, qu'il va falloir l'intégrer. En tous les cas, évitez au maximum le scroll. Si vous avez un scroll qui est trop important, vous risquez également de perdre des destinataires en cours de route. Donc il faut vraiment que le bouton soit quand même relativement haut pour être visible vite. Ensuite, laissez respirer le bouton. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir une petite zone de 15 pixels à peu près autour du bouton qui reste vide et qui permettra d'autant plus de le faire ressortir. Vous pouvez également avoir plusieurs call to action dans votre contenu. Dans ce cas, il faut en avoir un qui soit vraiment le call to action principal, qui soit plus visible que les autres, et ensuite vous pouvez en avoir d'autres, peut-être plus petits, sur des couleurs moins contrastées,
et qui permettront d'aller vers d'autres pages ou qui viendront en soutien du call to action principal. Ensuite, restez bien centré sur votre objectif. Si on a un bouton pour s'inscrire à un événement, par exemple, je clique et j'arrive sur un formulaire d'inscription, évitez sur ce formulaire de mettre un bouton pour inciter vos destinataires à réaliser une autre action. Laissez la personne s'inscrire, valider son inscription, et ensuite, sur la page de remerciement, par exemple, vous allez pouvoir profiter du dialogue que vous avez créé avec le destinataire pour la rediriger vers une autre action. Découvrir un produit en particulier, faire bénéficier la personne d'une promotion pour la faire acheter. Mais laissez-la aller au bout d'abord de sa démarche. Alors, deux exemples à nouveau. Ici, on a à gauche un bouton qui est vraiment situé dans cette zone supérieure gauche, donc qui sera visible très vite lors de l'ouverture du message, tandis que sur cet exemple, à droite, eh bien, vous voyez, le bouton est placé un petit peu trop bas. Donc là, le risque, c'est que la personne ne prenne pas la peine de scroller et d'accéder jusqu'à ce bouton. Pour clore cette partie sur les call to action, deux exemples qui nous semblaient vraiment très intéressants. Le premier ici, avec un bouton qui est bien volumineux, qui se voit bien, avec un texte explicatif. Je sais exactement ce qui va se passer lorsque je vais cliquer dessus. Donc ça, c'est intéressant. Et le deuxième ici, où on joue à la fois sur le contraste de couleur qui est relativement fort, mais aussi sur le contraste de forme. On a un bouton avec une forme un petit peu spécifique. Le texte est lui aussi très simple, mais très explicatif, avec même une petite phrase en dessous qui nous dit « c'est simple, c'est gratuit ». Donc là, c'est vrai, tout est fait pour m'inciter à cliquer. Et le dernier point fort de cet exemple, d'après moi, ce sont ces petites flèches, une fois de plus, qui à la fois mettent en avant mes bénéfices si je choisis de cliquer, et à la fois guident mon regard vers le bouton et me donnent vraiment envie de cliquer. Donc vos call to action, c'est vraiment utiliser toutes les bonnes pratiques que l'on vient de voir, mais n'oubliez pas aussi de tester sur votre base de données. Ça, c'est un point qui est très important. Chaque base peut avoir ses spécificités. Et en faisant des tests de split testing ou A/B testing, la plupart des routeurs le proposent dans leur solution, ou doivent le proposer en tout cas, vous allez pouvoir affiner ces bonnes pratiques et vraiment faire en sorte que cela corresponde exactement à votre activité et à vos types d'envoi. Alors, on a vu les call to action. Un autre point qui est très important, c'est le contenu de votre message. Qui dit contenu en emailing dit fichier HTML, puisque les emailing, eh bien, ce sont des fichiers HTML qui vont être ensuite interprétés par vos messageries, les webmails, pour donner un rendu visuel. Alors, juste une slide un peu plus technique, et après, on ne parlera plus de HTML, sur les contraintes du code HTML. Ce code HTML, il a des contraintes pour deux choses. D'une part, c'est respecter les contraintes de la délivrabilité et faire en sorte que vous ne soyez pas, qu'on n'ait pas de souci, que vous n'arriviez pas à un courrier indésirable. Et d'autre part, c'est vrai qu'il faut absolument aussi que vous puissiez avoir un affichage qui soit optimal sur la majeure partie des messageries. Donc le code HTML va vous permettre ça. Alors, ce que je vous conseille, c'est un code le plus simple possible et le plus propre possible. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un certain nombre de navigateurs qui vont pallier, si vous, par exemple, vous oubliez de fermer une balise, le navigateur, lui, va pallier à cette erreur. Par contre, la messagerie, elle ne le fera pas. Donc, si vous oubliez de fermer une balise, vous risquez d'avoir un rendu visuel qui ne sera pas du tout celui que vous attendez. Ensuite, on utilise en emailing des tableaux. C'est vrai qu'on n'est pas du tout encore sur du HTML5, par exemple, en emailing. Ça ne sera pas correctement interprété par de nombreuses messageries. Donc, on reste vraiment simple. Des tableaux, pas trop de tableaux imbriqués, 3 niveaux maximum. Et des styles inline. Style inline, ça veut dire qu'on va éviter d'avoir des styles en en-tête. Vous avez un exemple qui est ici. Mais plutôt des styles directement dans chaque balise. Alors la raison, elle est simple. Vous avez un certain nombre de webmails qui vont par défaut supprimer l'entête du code HTML lorsqu'ils vont recevoir votre email. Donc s'ils suppriment l'entête, ils vont supprimer tous vos styles. Et si vous n'avez pas des styles inline, eh bien votre rendu ne sera pas du tout celui que vous attendez. On utilise également des typographies pour le web. Ce sont des typos standards, type Arial et Verdana.
mais ce sont les seules qui vont vous permettre de vous assurer qu'elles seront correctement interprétées par les messageries de vos destinataires. Dernier point pour les images, on me pose souvent la question du fait d'avoir des lignes blanches qui coupent l'email de part et d'autre. Pour éviter ça, vous avez juste à rajouter un style display block sur chacune de vos balises images et dans de nombreux cas, ça suffira à éviter ce type de problème. Dernier point, éviter les noms de domaine en dur. On en a un exemple ici avec www.marmara.com qui est indiqué en texte dans le contenu. Ça, c'est à éviter pour éviter les suspicions de phishing et éviter d'arriver à employer indésirable. Alors, la petite astuce, c'est tout simplement de supprimer les W en mettant juste marmara.com, par exemple. Vous allez régler le problème. L'autre solution, c'est de mettre ce lien sous forme d'une image. Lorsque vous créez votre email, vous allez aussi choisir d'intégrer très souvent des images. Or, vous le savez, il y a de nombreuses messageries qui aujourd'hui bloquent l'affichage des images par défaut, ce qui peut donner ce genre de résultat comme on a ici à droite, où finalement on ne voit pas du tout l'email. Il y a quelques astuces qui vont vous permettre de contourner cela. Première chose, c'est vrai que c'est assez basique, mais n'utilisez pas que des images pour le contenu de votre email. En utilisant un petit peu de texte, eh bien on le voit ici à gauche, ça va permettre de donner quand même quelques informations à vos destinataires. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un bon ratio entre texte et image, ne serait-ce que pour cette raison. Deuxième chose, vous pouvez renseigner les balises Alt de vos images. Alt pour texte alternatif, c'est le texte qui va s'afficher dans le cas où l'image, elle, est bloquée. Ce sont les petits textes que l'on voit ici en rose sous les images. Là, en renseignant vraiment avec des textes informatifs ou attractifs, ça vous permet à nouveau de donner une information supplémentaire. Et surtout, vous le voyez d'ailleurs ici, les textes sont roses. Vous pouvez aussi mettre des styles sur vos textes alternatifs. Donc ça vous permet de mettre encore plus en avant ces zones-là. Dernier conseil, la page miroir. N'oubliez pas de mettre votre lien de page miroir sur tous vos emailing. Alors le lien de page miroir, pour rappel, c'est ce petit lien qu'on voit souvent en haut des emails et qui dit « Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez ici ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les usages quotidiens de l'emailing, on a une grande majeure partie des utilisateurs qui, par défaut, ne vont pas télécharger les images, mais vont directement cliquer sur la page miroir pour avoir le contenu entier de l'emailing. Par rapport à votre contenu, n'hésitez pas également à le personnaliser. Dans un email, c'est simple, on peut tout personnaliser. On peut personnaliser l'objet, l'expéditeur, l'adresse de réponse, les images, les textes, les liens. Tout est personnalisable, donc profitez-en. Alors là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on avait mis en place avec Canal+ pour leur hebdo-programme. On avait repris la personnalisation avec, par exemple, le prénom de la personne, son numéro de client, mais tous les programmes ici sont également personnalisés. Donc, en tant que client Canal+, eh bien finalement, j'aurai les programmes en fonction de mon profil de consommation télévisuelle. Alors ça, c'est très intéressant puisque d'une part, ça veut dire que j'ai autant d'hebdo-programmes qui ont été envoyés que d'utilisateurs. Et moi, en tant qu'utilisateur, j'ai vraiment des programmes qui correspondent à ce que j'aime et à ce que j'ai l'habitude de regarder. Donc là, vous augmentez vraiment vos taux de retour, votre retour sur investissement, parce que les personnes vont se sentir d'autant plus concernées par le message que vous leur envoyez. Par contre, attention, personnaliser, ça demande de bien maîtriser sa base de données et d'éviter de tomber dans des pièges que l'on voit très souvent. Là, je vous ai mis des exemples où vraiment le résultat de la personnalisation, il est presque contre-productif, puisqu'il n'est pas bon, il est raté. Alors, c'est par exemple le fait d'interpeller la personne par son nom de famille. On en a souvent l'exemple. Ici, on a carrément le tag de personnalisation qui n'a pas été mis à jour, qui n'est pas bon. Et enfin, on va avoir ici un champ de la base de données qui n'est pas correctement renseigné, qui est vide, comme le prénom, et du coup qui laisse un petit blanc dans votre objet. Donc c'est vrai que ce n'est pas du meilleur effet. Et surtout, il y a des méthodes pour éviter ça. Mail-Performance et la plupart des routeurs, d'ailleurs, proposent des systèmes de personnalisation conditionnelle qui vont vous permettre de dire si le prénom est vide, eh bien, je vais remplacer par une autre phrase. Si le prénom est renseigné, j'intègre ma personnalisation.
C'est tout simple, mais ça vous permet vraiment d'optimiser le rendu de votre personnalisation. Finalement, une personnalisation qui est réussie, c'est une personnalisation dont on ne se rend pas compte. Je vous ai mis 3 exemples à ce sujet qui me semblent vraiment très intéressants. Vous avez ici à droite un exemple qu'on avait mis en place avec Canal Play, qui avait fait un petit quiz pour ses clients pour connaître leur profil cinéphile, donc c'était vraiment sur le ton humoristique. Et une fois que la personne avait rempli ce quiz, on lui envoyait un message pour lui indiquer quel était son profil. Alors, on retrouvait la personnalisation sur le prénom de la personne, sur son profil, donc là c'était psychopathe à tendance romantique. Et ensuite, le petit liseré bleu ici était personnalisé en fonction du profil, tout comme les films qui étaient mis ici à la une. Et finalement, sans s'en rendre compte, eh bien, on met en avant des produits qui vont vraiment intéresser nos destinataires. Même chose ici pour le club Total. Chaque vignette que vous avez ici en bas est personnalisée en fonction des options du contrat du destinataire. Dernier exemple que vous connaissez tous, c'est l'exemple de Viadeo, puisque là, on nous donne des nouvelles de notre réseau, donc c'est bien personnalisé en fonction de notre accès et des personnes auxquelles nous sommes connectés. Alors malheureusement, dans le temps imparti, je ne peux pas rentrer davantage dans le détail de tous ces conseils et ces bonnes pratiques. On a fait le tour des grandes lignes, mais je vous invite à télécharger notre livre blanc, qui est tout à fait gratuit, sur notre site internet, et vous retrouverez dedans, en plus de tout ce que l'on vient de voir, des cas concrets et des exemples commentés. Donc n'hésitez pas à le télécharger sur notre site. Je vous remettrai de toute façon tous les liens et vous pourrez télécharger la présentation pour les retrouver. Alors maintenant qu'on a vu la partie sur le contenu, ce contenu, vous allez vouloir le mettre en forme et faire en sorte que visuellement le rendu soit le plus agréable possible. Et c'est là que va rentrer en jeu le design. Alors le design, quand design, on pense souvent aux couleurs, mais le design, ce ne sont pas que des couleurs. Donc là, je vous ai mis quand même les couleurs qui seront à l'honneur en 2015. Cette année, c'est une des premières fois où c'est une palette de couleurs. En 2014, on avait une couleur star qui était plutôt sur les mauves violets. Et en 2013, on était plutôt sur le vert émeraude. Là, on est sur des tons beaucoup plus pastels. Au-delà des couleurs, le design, c'est avant tout un ensemble de principes. Et le premier principe à respecter en web design, c'est le respect de la charte graphique de votre entreprise. Ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre de rester en harmonie et en cohérence avec les autres types de communication de votre entreprise. Et surtout, ça va permettre aux destinataires de plus facilement vous reconnaître parce qu'ils vont pouvoir reconnaître votre logo, vos couleurs. Ensuite, vous allez avoir d'autres principes de web design, comme par exemple le principe de Gestalt, qui explique que lorsque l'on voit plusieurs formes les unes avec les autres, et bien finalement, le rendu, ce n'est pas ces formes les unes distinctes des autres, mais l'ensemble de ces formes réunies. Alors, ce que ça veut dire en substance, c'est soigner le rendu global de votre email. C'est vraiment la première impression qu'on va avoir, c'est le fait de voir tout l'email. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de principes qui sont des principes d'équilibre, de continuité, de proximité. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, ça signifie que vous devez soigner le zoning de votre email, bien définir les zones, bien les délimiter entre elles, soigner également les niveaux hiérarchiques des différents éléments de votre email. Par exemple, si vous avez deux éléments du même niveau hiérarchique, deux titres d'articles qui sont au même niveau, vous devez les présenter de la même façon. Avec, par exemple, une même police, une même taille de police, une même couleur. Ça, c'est très important pour que vos destinataires se repèrent le plus facilement et rapidement possible au sein de votre message. Lorsque vous allez choisir vos couleurs, que ce soit des couleurs chaudes, des couleurs froides, n'oubliez pas que les couleurs en elles-mêmes, elles vont aussi véhiculer un message, même si c'est indirectement. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques sur les couleurs à utiliser. Ça, c'est vraiment après par rapport à votre charte graphique et par rapport au message que vous allez vouloir véhiculer. Et jouez vraiment sur les contrastes. C'est ça qui va vous permettre de mettre en avant certaines zones par rapport au reste de votre email. On l'a vu très bien tout à l'heure pour les boutons.
Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de jouer sur les couleurs pour mettre en avant certains éléments. Lorsque vous allez choisir vos images, parce que la plupart du temps, on a des images dans le contenu, n'oubliez pas qu'une image toute seule, on peut lui donner finalement le sens qu'on veut. C'est le texte et le contexte autour de cette image qui vont vraiment lui donner un sens. Alors, il y a 3 fonctions pour les images, ancrage, relais ou contradiction. On a vraiment un très bon exemple de fonction de contradiction de l'image avec la pipe de Magritte, où on est vraiment sur un côté décalé, humoristique. Alors, je vous ai mis 2 autres exemples sur la slide suivante. Pour la fonction d'ancrage, là, au contraire, l'image va rappeler exactement ce que l'on dit avec le texte, elle va renforcer le message. Sur cet exemple de géant casino, je pourrais très bien supprimer l'image, je ne perds aucune information, tout est déjà dit dans le texte. Au contraire de l'image relais, où là, l'image va apporter une information supplémentaire par rapport au texte. Ici, j'ai le texte qui m'explique ma promotion sur la mode kids, qui m'indique ce qu'est la mode kids, à quoi ça correspond. Pour éviter de brouiller le message, ayez bien en tête pour une image, un seul objectif. Et bien sûr, le nombre et la fonction des images que vous allez utiliser sont vraiment en fonction du type de message que vous allez envoyer. Pour terminer sur cette partie de design, quelques tendances graphiques du moment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de flat design. Alors, le flat design, on a un exemple très intéressant ici. C'est vrai qu'avant, on était plutôt dans les choses un peu réalistes avec vraiment des ombres, de la 3D, etc. Aujourd'hui, on est dans le flat design. Tout est plat, on est sur des grands aplats de couleurs. On simplifie finalement le design. C'est vrai qu'avec aujourd'hui les différents supports sur lesquels on va consulter des sites internet ou des emailing, on va à l'essentiel et on ne s'embête pas avec des fioritures tout autour. Pour donner un petit peu de volume à ce flat design, on voit aujourd'hui beaucoup aussi de blurred design. C'est cet effet flouté qu'on voit beaucoup aussi sur fond d'écran qui apporte beaucoup de lumière aux créations graphiques. Dans les grandes tendances, on retrouve aussi tout ce qui est typographie, qui devient finalement un élément de design à part entière. On en fait des choses aussi aujourd'hui très jolies, très sympas. On retrouve aussi la tendance papier, qui se réfère vraiment directement à tout ce qui est origami, pliage. Et enfin, tout ce qui est design géométrique avec des formes finalement très simples de triangles, rectangles et de ronds qui sont associés pour donner des rendus relativement modernes. Vous pouvez retrouver une infographie sur cette thématique du design en email marketing que vous pouvez également télécharger tout à fait gratuitement sur notre site internet. Alors, parlons maintenant de mobilité, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment 50% des emails qui sont consultés à partir soit de smartphones, soit de tablettes. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment passer à côté désormais. Et quand on parle mobilité et emailing, eh bien, on parle de responsive design. Le responsive design, c'est tout simplement la capacité d'un email à s'adapter aux différents supports de lecture. Alors, qu'est-ce que le responsive design? En fait, il existe 3 techniques pour faire en sorte que l'email s'adapte selon le support. Tout d'abord, l'email optimisé. Alors, l'email optimisé, ça signifie qu'on aura un contenu unique et identique à l'ordinateur et sur mobile. Alors, souvent, c'est une seule colonne assez étroite, aux alentours de 320 pixels. Alors, c'est vrai que sur mobile, ça s'affichera très bien. Par contre, sur ordinateur, ça donne un rendu où l'email est un petit peu petit, un petit peu étroit. Deuxième technique, c'est l'email fluide. L'email fluide, lui, il va s'adapter automatiquement en largeur à la dimension de votre écran. Alors, souvent, en fait, on utilise tout simplement une taille de largeur à 100%, ce qui fait que ça va s'adapter tout seul. Et dernière technique, l'email adaptatif, où là, on va avoir la possibilité d'avoir un contenu totalement différent, que l'on soit sur ordinateur ou sur mobile, qu'il s'agisse de tablettes ou de smartphones. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on parle de responsive design, eh bien, on parle d'email adaptatif. Donc, c'est sur cet email adaptatif que je vous propose de nous arrêter un petit peu. Comment ça fonctionne, en fait, cet email adaptatif? Eh bien, en fait, c'est tout simplement un code HTML spécifique que vous allez intégrer dans votre email et qui va vous permettre, en fait, de mettre en place plusieurs principes. Par exemple, ça va vous permettre de faire passer des blocs les uns en dessous des autres.
Je vous ai mis l'exemple de Géant Casino, où on retrouve ici des menus qui sont les uns à côté des autres sur ordinateur et qui vont passer les uns sous les autres sur mobile. Deuxième principe, c'est le fait de masquer ou d'afficher des éléments. Sur cet exemple, on a ici une image qui va disparaître lorsqu'on va effectuer l'affichage sur mobile. Vous allez également pouvoir redimensionner les images, puisqu'on sait que les écrans de smartphone sont beaucoup plus étroits que les écrans d'ordinateur. Eh bien, on va faire en sorte que les images soient également plus petites. Dernier grand principe, vous allez pouvoir remplacer des éléments. Donc là, même chose, on avait des liens hypertextes pour le menu, et quand on passe sur mobile, ils deviennent des boutons, ce qui, au passage, est quand même beaucoup plus pratique pour cliquer avec son pouce, par exemple, et accéder au menu. Donc à partir de tous ces principes, bien, vous allez pouvoir créer vraiment un email spécifique pour le mobile qui va s'adapter à cette taille d'écran qui est beaucoup plus étroite. Et vous allez pouvoir ainsi exploiter l'espace disponible sur votre mobile au maximum. Par contre, attention, il y a plusieurs types de mobiles, plusieurs types de dimensions d'écran. Vous n'allez pas pouvoir créer un contenu adapté à toutes ces tailles d'écran. Il faut faire un choix. Donc, soit en choisissant les dimensions les plus fréquentes, soit en faisant une étude sur votre base de données. Aujourd'hui, dans les statistiques de vos emails, vous avez normalement la possibilité de savoir quelles parts d'emails ont été ouverts sur un support mobile, sur une tablette, sur un smartphone ou sur ordinateur. Ça vous permet aussi d'avoir une idée. Dernière chose, n'oubliez pas que lorsqu'on est en situation de mobilité, on est beaucoup moins concentré sur l'email que l'on va consulter. On a moins le temps parce qu'on est peut-être au restaurant, on est dans le métro. Donc soyez vraiment efficace dans la façon de délivrer votre message. Limitez le scroll pour aller directement à l'essentiel. Alors quelques conseils également sur les emails sur mobile. Au niveau de l'entête, par exemple, on a sur les iPhones l'expéditeur qui s'affiche, l'objet, et ensuite ce qu'on appelle le pré-header. Le pré-header, c'est en fait la première phrase de votre message que l'on retrouve ici. Alors c'est dommage parce que souvent cette première phrase, eh bien, ça correspond à la page miroir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est avant votre page miroir, d'intégrer une autre phrase avec une information importante ou beaucoup plus attrayante pour attirer l'attention et profiter de cette phrase pour donner encore plus envie à vos destinataires d'ouvrir le message. Pour l'objet sur mobile, la taille optimale, c'est environ 30 caractères. Au-delà, on le voit ici, vous risquez d'avoir votre objet qui est tronqué parce qu'il est un petit peu trop long. Sur la présentation générale, on sera sur une seule colonne d'une largeur d'environ 320 pixels. On le disait tout à l'heure, il faut aller vraiment droit à l'essentiel. Donc, mettez les informations principales dans les 600 premiers pixels pour éviter à vos destinataires d'avoir scrollé. Attention, en situation de mobilité, les performances de l'élection ne sont pas toujours optimales. Donc, évitez les images qui sont trop lourdes, trop grandes. Et simplifier le contenu. Là, c'est un très bon exemple. Un écran, une idée. Il faut vraiment avoir toutes les informations à disposition tout de suite. Enfin, sur les call to action, nos fameux boutons, là, on n'a pas le curseur de la souris pour pouvoir détecter qu'on a un lien. Donc, il faut que les liens soient reconnaissables immédiatement de façon visuelle. La taille minimum, puisqu'on va cliquer plutôt avec son pouce, c'est de 44 par 44 pixels. Et je vous conseille, comme on en a parlé tout à l'heure, de laisser un espace vide tout autour du bouton, espace qui fera à peu près 15 pixels autour du bouton. Ça évitera vraiment, moi ça m'agace en tout cas lorsque j'ai un message sur mon mobile avec des liens trop proches les uns des autres, on veut cliquer sur un des liens et par erreur on va cliquer sur un autre. Donc c'est vrai qu'en laissant ce petit espace autour, ça évitera ce genre de désagrément. Dernière chose, n'oubliez pas que chaque personne tient son mobile à sa façon. Donc, avec la main gauche, la main droite ou avec les deux mains. Donc placez aussi votre bouton dans votre créa graphique de façon à ce qu'il soit facilement accessible, peu importe la façon dont le tient mon mobile. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir un bouton qui soit placé, comme ici, assez au centre, mais qui soit relativement large pour qu'on puisse l'atteindre, même si on le tient d'un côté. Un exemple d'adaptation qui nous semblait vraiment intéressant et bien réussi, avec la fourchette, la version ici ordinateur et à droite la version mobile.
qui utilise les différents principes que l'on a vus tout à l'heure et qui permet d'avoir un rendu vraiment très pertinent, peu importe finalement l'outil, le support à partir duquel je lis mon message. Alors même chose, hein, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail du responsive design et je n'ai pas le temps de tout vous dire sur le responsive design, mais on a aussi créé un livre blanc à ce sujet. Vous y retrouverez des conseils, des analyses de cas et surtout, il y a même dedans, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la technique pour le responsive design. Consultez, téléchargez ce livre blanc qui est aussi gratuit. Il y a même un guide pas à pas pour que vous puissiez vous-même réaliser vos emailing en responsive design. Donc, on vous donne toutes les clés, aussi bien techniques HTML et également de bonnes pratiques pour la présentation et le rendu de vos messages. Vous devriez y trouver tout ce que vous voulez. Je vais clore cette présentation en vous disant que finalement, un email impactant, c'est tout simplement un ensemble de bonnes pratiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à tester. Hein, c'est très important de tester sur votre base de données avec des speed tests, des A/B testing. C'est également un message qui est pertinent, qui sera adapté à la personne à qui vous l'envoyez et qui sera envoyé au bon moment. Donc le cycle aussi de vie de votre client ou de vos destinataires est très important. Donc avec tout ça, vous devriez avoir vraiment la recette pour avoir créé vos emails qui soient impactants et améliorer vraiment de façon sensible vos résultats. Je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. Je vous propose de passer aux questions. Alors je vais refaire défiler l'ensemble des questions qui ont été posées tout au long de la présentation et vous pouvez en noter de nouvelles. Alors, il y avait des questions par rapport aux marques, effectivement, si votre marque n'est pas connue, là après c'est vraiment un travail à faire de votre côté, que ce soit au niveau de l'emailing, mais aussi sur la communication tout autour. Donc après c'est un travail pour faire connaître votre marque, là c'est une stratégie un petit peu plus globale que juste au niveau de l'emailing. Alors, Mathieu nous demandait si seul l'objet et l'expéditeur faisaient passer un emailing en spam. Donc non, hein, il y a bien d'autres critères. Un des critères les plus importants, c'est la qualité de votre base de données et également la qualité de votre routeur. Le contenu HTML également, comme on l'a vu après. Donc là, il y a vraiment tout un tas d'éléments qui vont venir s'ajouter les uns aux autres et qui vont faire que vous allez être reçu en courrier indésirable ou en boîte de réception. Donc c'est vrai que là, reprenant toutes les bonnes pratiques, vous ne devriez pas rencontrer de soucis. Ensuite, alors je déroule, hein, excusez-moi, les questions. Pour tester, donc Mathilde nous demande comment elle peut tester le bon affichage de l'email dans les différentes messageries. Alors il y a plusieurs techniques, il y a aujourd'hui des outils qui existent. Sur Mail Performance, on a un outil qui est même intégré à notre solution et vous allez pouvoir tester le rendu sur une trentaine de messageries avec des navigateurs différents, ainsi de suite. Mais il existe aussi d'autres outils sur le marché qui vous permettent de faire ça de façon automatique. Après, sinon, vous avez la méthode, je dirais, un petit peu plus à l'ancienne, qui consiste à vous créer des comptes sur différentes messageries et à vous envoyer des tests. Pour mettre les styles sur les textes alternatifs, eh bien, vous avez juste à rajouter une balise, un attribut, pardon, de style sur votre balise. Il y a des exemples dans le livre blanc dont je vous ai mis le lien, et d'ailleurs, vous avez le lien ici sur cette slide. Il y a des exemples par rapport à ça. Si vous n'en trouvez pas, voilà, merci Stéphanie qui nous donne un exemple. Donc c'est exactement ça. Vous mettez le style directement. Aussi sur la balise d'image, vous pouvez mettre le style avec la taille de police et la couleur. Alors, au niveau du ratio texte et image, l'idéal, c'est Frédéric qui nous pose la question, c'est d'avoir effectivement, on va dire, 1/3 d'image et 2/3 de texte. Après, c'est là la version optimale. Ce n'est pas parce que vous avez 50-50 que forcément vous allez arriver en courrier indésirable, loin de là. Donc 1/3, 2/3, c'est, on va dire, la proportion idéale. Au niveau des couleurs à ne pas utiliser, il n'y a pas vraiment de grand principe. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser, par exemple, une couleur de police qui soit trop proche de la couleur de fond. Il faut qu'il y ait un contraste suffisamment prononcé pour qu'on puisse bien lire le texte et
évidemment, au niveau des filtres anti-spam, ils peuvent aussi vérifier ce contraste pour être sûr que vous n'essayez pas de mettre du texte caché, on va dire, dans votre contenu. Après, c'est vrai que les couleurs rouges, pour certains textes, ne sont pas les plus heureuses. Donc, il vaut mieux éviter les couleurs rouges, par exemple, pour vos contenus. Au niveau des heures d'envoi, il y a aussi beaucoup de questions là-dessus, notamment Aurélie qui pose la question, quelles sont les meilleures heures d'envoi? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit d'envoyer le mardi matin ou le jeudi matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des smartphones qui sont vraiment prépondérants, les résultats tendent à se lisser en fait dans le temps et on n'a plus vraiment de distinction. Peu importe l'heure à laquelle vous envoyez, vous verrez que vraiment le pic d'ouverture, il se fera dans les heures qui suivent. Donc déjà, au bout de 2 jours après l'envoi, on voit qu'il n'y a presque plus de réactivité. Donc la différence, elle est très faible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment tester sur votre base de données, parce que peut-être par contre que votre base, elle est plus sensible à certains horaires qu'à d'autres. Mais de façon globale, je n'ai pas de conseils à vous donner sur les heures d'envoi. Là, vraiment, les résultats sont lissés dans le temps. Au niveau des boîtes mail les plus utilisées par les internautes, même chose, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que ça dépend vraiment de votre base de données. Donc là, c'est à vous de voir. Normalement, quand vous faites vos envois, vous avez ensuite la possibilité d'avoir ces résultats dans vos stats et de savoir quels sont les principaux noms de domaine de votre base de données et sur quoi les personnes ont ouvert. Est-ce que c'était des messageries? Est-ce que c'était des webmails, par exemple? Donc ça, c'est vraiment à chacun de mener l'étude de sa base de données pour en savoir plus. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées en cours de route. Je vais essayer de répondre. Alors, la proportion d'ouverture entre smartphone et PC, même chose, ça dépend vraiment des bases de données. Mais globalement, là, ce qu'on voit, c'est une grande avancée sur les mobiles. Et je vous disais, les études sur 2013 annoncent presque jusqu'à 50% de mails qui sont consultés, soit sur smartphone, soit sur tablette. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une proportion vraiment importante désormais. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié d'autres questions. Je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour le code Pascal, pour éviter les lignes blanches, donc déjà, vous pouvez télécharger cette présentation. Et le code, en fait, c'est de rajouter sur la balise image un style display block. Voilà, merci. Il y a Stéphanie qui vous redonne le code. C'est parfait. Alors, changer de créa pour les relances, pourquoi pas, effectivement. Après, si vous faites juste une seule relance sur les personnes qui n'ont pas ouvert, ce n'est pas forcément une obligation. Alors, avez-vous des informations sur le contenu dynamique? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Est-ce que vous parlez de personnalisation? Alors, tout à fait, vous pouvez très bien personnaliser vos emails. Si vous utilisez un routeur, normalement, vous avez la possibilité de personnaliser. Vous avez des codes, en fait, une syntaxe spécifique à intégrer dans votre contenu pour pouvoir personnaliser. Au niveau des vidéos, par contre, attention, hein, c'est encore très mal accepté par beaucoup de messageries. C'est vrai que les derniers tests qu'on avait fait, le taux d'abouti était assez mauvais, puisqu'en fait, il y a beaucoup de messageries qui vont refuser l'email et qui vont le bloquer. Donc la vidéo, évitez. Ce qui se fait beaucoup, c'est d'avoir une image de la vidéo avec un petit bouton comme pour un petit bouton play, par exemple. Et quand on clique dessus, on est redirigé vers une landing page sur laquelle on a la vidéo qui se lance. Ça, c'est la meilleure technique pour pouvoir rediriger vers la vidéo. Au niveau des taux d'ouverture satisfaisants sur des campagnes mailing B2B, on est sur un taux d'ouverture à peu près aux alentours de 24-25% et un taux de clic qui sera entre 15 et 20%. C'est à peu près la moyenne. Attention, hein, c'est une moyenne globale, donc ça dépend toujours de votre secteur, du type de message que vous allez envoyer. Alors, les emails qui sont tout en images, effectivement, souvent, c'est une question aussi de rendu graphique parce que c'est plus joli.
Et en étant tout en image, on a moins de problèmes aussi de rendu ou de décalage, par exemple. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que c'est la meilleure des pratiques, et par rapport à la délivrabilité, et par rapport au rendu, comme on l'a vu. Alors, pour varier les typos utilisés dans les emailing, Emmanuel, alors attention, ça c'est vrai que si vous utilisez des typographies qui vont être un petit peu plus, on va dire, exotiques, qui sortent des typographies standards, le souci c'est que vous risquez d'avoir des personnes qui ne vont pas avoir ces typos sur leur poste, et donc par défaut, les typos vont être remplacés par les typos standards. Et souvent par défaut, les typos c'est du Times Roman. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un joli Verdana qui est bien intégré dans votre créa, que d'avoir une typo qui certes est un petit peu plus exotique et plus originale, mais qui finalement, arrivée chez le destinataire, ne sera pas du tout prise en compte et sera remplacée par une typo que vous ne maîtrisez pas. La seule solution, c'est d'utiliser en fait des images. Et là, en mettant votre texte sous forme d'image, vous êtes totalement libre de la typo que vous allez utiliser. Ensuite, donc là, je vois beaucoup de questions aussi sur les taux d'ouverture B2C, prospection, fidélisation. Là, je pourrais aussi, vous avez pas mal de réponses à ces questions dans nos livres blancs, donc je vous invite à consulter. En B2C, on est un petit peu plus au-dessus que le B2B. On atteint les 27-28% de taux d'ouverture. Effectivement, évitez d'avoir trop de typos différents dans vos contenus, puisque c'est vrai qu'après, c'est un petit peu moins lisible pour les destinataires et ça a tendance à brouiller un petit peu le message. Ensuite, alors, ça va très vite, j'espère que je n'oublie pas de questions. On a encore quelques minutes avant que la salle soit fermée. Les pièces jointes, effectivement, sont très déconseillées. Pourquoi? Parce qu'au niveau des livrabilités, là, il y a toujours ces risques de virus, etc. Donc, pas de pièces jointes, et d'ailleurs, sur Malperformance, c'est quelque chose qu'on ne permet pas pour vous éviter d'avoir des résultats qui soient trop mauvais. Par contre, vous pouvez très bien faire un lien dans l'email vers un document que vous aurez hébergé au préalable sur votre serveur FTP, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui fonctionne très, très bien et qui ne vous posera aucun souci de délivrabilité. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Alors, combien de boutons de clic peut-on partager dans un emailing? Là, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. C'est vrai que si vous en avez 15 ou 20, ça noie un petit peu le message et vous risquez vraiment de dissoudre les clics sur tous vos liens. Donc, ça dépend aussi de la stratégie et du message que vous voulez mettre en avant dans votre email. Si vous avez vraiment un message principal, évitez, essayez d'en avoir peut-être 5 ou 6, ça suffira largement. Parfait, ben merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à télécharger la présentation et n'hésitez pas à télécharger aussi nos livres blancs ainsi que l'infographie. Vous retrouverez vraiment toutes les informations et bien plus encore par rapport aux questions que vous avez posées. Voilà, j'espère que ça vous permettra de faire de beaux emails par la suite. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.